Alors, vous pensiez qu'on avait disparu, mais non, c'est le retour des gars de char avec un nouvel épisode. Et évidemment, on a un petit peu de rattrapage à faire, donc on va faire du rattrapage d'essais. De mon côté, je vais faire 2 essais cette semaine, totalement différents. Le Land Rover Defender 110 P400, parce que bien sûr, ça prenait un nom long, et un modèle qui est beaucoup plus court, le Mazda MX-5 RF. Ben oui, je suis très heureux de te retrouver enfin. Moi aussi, de mon côté, je vais faire 2 essais. Je vais parler du Nissan Pathfinder, mais aussi du Subaru Crosstrek hybride. Évidemment aussi, je vais te parler de certains petits trucs un peu plus comiques, disons, comme d'habitude. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchard. Ah ben oui, William, très, très, très content de te retrouver au micro. Ça fait du bien. On a parlé en masse de chars, toi et moi, au cours des dernières semaines, mais pas en public, malheureusement. Donc, Ouais, ou du moins pas sur les ondes de notre podcast, hein. On a fait plein de trucs, on a écrit des choses, on a parlé à la radio, on a fait plein de choses, mais ça fait longtemps, effectivement. Mais je suis content de te retrouver, comme je le disais. ben moi aussi, puis écoute, c'est vraiment toujours le fun parce que ça nous permet bien sûr une certaine liberté. Ça nous permet de nous amuser aussi, tu l'as dit, tu vas avoir des nouvelles qui, bien entendu, devraient attirer l'attention. On va faire des essais parce que ça vaut la peine d'en faire. Et on va parler d'un sujet pas mal plus sérieux, cependant, le bilan routier 2025 qui a été rendu public par la Société d'assurance automobile du Québec. Et on va discuter un peu de certaines des, comment je pourrais dire, certaines des conclusions ou certains des résultats de ce bilan-là, puis voir un peu où on s'en va avec tout ça. Mais avant de me lancer là-dedans, moi, je commence par mon sourire de l'année. OK? Chaque année, je le laissais. Chaque année, je me dis, oh mon Dieu, c'est plus de mon âge. Chaque fois que je prends le volant, cependant, je dis, quel bonheur, je ne veux plus la ramener. Et je parle, bien entendu, de la Mazda MX-5. Celle que j'ai conduite cette année, c'est la Mazda MX-5 RF. La RF, en fait, c'est la version à toit rigide, donc qui conserve, même quand on abaisse le toit, une certaine structure en termes de design. Alors, quand on la regarde, elle a l'air davantage d'une voiture Targa que d'une voiture traditionnelle. Parce que bien sûr, il y a encore la MX-5 à capote souple que l'on peut retirer manuellement, euh, qui existe, mais moi, j'avais celle avec la capote électrique. Bon, je vieillis probablement, là, je me rends la vie plus facile. Euh, là où je vieillis aussi, puis je m'en rends compte, puis je sais, j'en parle souvent, mais c'est tout à fait vrai, c'est que ma souplesse est inversement partie dans un sens contre mon tour de taille qui est parti dans l'autre, je te dirais. Alors évidemment, quand on fait affaire avec une voiture comme une Mazda MX-5, qui est un petit roadster de petite dimension, qui est un peu bas, ma crainte était vraiment un peu plus grande d'embarquer, surtout de débarquer, je te dirais. Embarquer, c'est encore pas si mal. Débarquer, c'est un peu plus compliqué. Et finalement, pas vraiment. Je me suis quand même amusé à le faire. La raison pour laquelle j'en parle chaque année, c'est parce que je n'en reviens pas à quel point c'est le fun de conduire ce véhicule-là. Euh, je le sais, là, tu me reprendras sa prononciation japonaise tant que tu voudras, là. C'est le fameux Jimba Itai, qui est Un ah, jour, tu vas finir par comprendre qu'il faut que tu fasses une petite pause. Il taille, ouais, je c'est le pas grave. sais, là, mais je le fais des fois, puis des fois non. Puis là, quand je le fais devant toi, ça me gêne. Puis bon, c'est correct. Fait que c'est comme ça. Bref, euh, c'est vraiment, écoutez, j'insiste là-dessus parce que ça a l'air niaiseux, puis ça a l'air d'un truc marketing. Je vous raconte. L'histoire, en fait, c'est que Mazda dit que le Jimba Hit Eye est la version qui permet aux Mieux, samouraïs mieux. est la version qui permet aux samouraïs. Vous avez manqué un geste que vous ne voulez pas voir avec mon doigt. Bref. Avec aux samouraïs de sentir en fait ce que leur cheval, ce que leur monture fait. L'idée, c'était que comme ils devaient décocher une flèche de façon précise alors qu'ils étaient au galop, ils devaient être en mesure de ressentir précisément chacun des mouvements de leur monture. C'est cette espèce de lien-là entre la monture et le cavalier qui a servi de base. Et là, ça, je répète, ça a l'air d'un truc marketing, mais pour avoir rencontré le créateur de la dite Mazda, qui était une Miata à l'époque,
C'est exactement de ça il s'est inspiré. Alors, ce que ça veut dire, par exemple, c'est qu'on a accordé beaucoup, beaucoup de détails, de soucis de détails à des affaires comme la répartition du poids, notamment, où la répartition est 50-50 vers l'avant et l'arrière. On a une espèce de colonne dans le milieu qui permet d'assurer une saine rigidité de l'ensemble. C'est une propulsion, bien entendu. Ça nous amène à une conduite un peu plus sportive, un peu différente. Le siège lui-même est un peu plus centré. C'est-à-dire que, bien entendu, quand on balance de gauche à droite, la partie centrale est moins mobile. Donc, plus on est proche du centre, moins on est déstabilisé. Ça te permet donc d'avoir un meilleur contrôle. Bref, on a vraiment poussé le souci du détail jusqu'à ces éléments-là pour nous permettre d'avoir une voiture qui donne des sensations de conduite absolument spectaculaires à chaque fois. Et je le répète, on n'a pas besoin d'aller vite, là. C'est pas une voiture sportive qu'on a envie de monter à 200 km/h et puis faire le fou dans des courbes. C'est pas ça l'idée. Avec une Mazda MX-5, vous roulez tranquillement, vous avez toutes les sensations, la direction est précise, les freinages sont efficaces, la tenue de route est exceptionnelle, vous avez les cheveux au vent si vous le désirez, bien entendu. Évidemment, je suis tombé sur une semaine d'essai où il pleut à bois de bout, mais n'empêche que j'ai quand même eu l'opportunité de l'essayer à quelques reprises. Et tous ces plaisirs-là sont réunis dans un petit véhicule qui, il faut le rappeler, n'a absolument aucun concurrent. Il n'y a personne dans ce créneau-là actuellement. Euh, et depuis longtemps, je te dirais, là, parce que c'est quand même un véhicule qui est là depuis c'est sa quatrième génération. Ça va faire, je pense, 35 ans ou pas très loin qu'il est en vente. Euh, il n'y a pas de concurrent vraiment. Il y en a eu à un moment donné. Là, GM avait la Saturn Sky et la Pontiac Solstice, mais on n'a rien à cet effet-là. Si on va avoir un cabriolet, il faut aller chercher une Mustang qui est beaucoup plus lourde. Donc, ce type de petit véhicule-là n'est pas disponible actuellement. Et la MX-5, elle, réussit tellement bien. Ça fait quelques années qu'elle n'a pas été renouvelée, mais on s'en fout. Est-ce qu'elle a des défauts? Oui. Elle a, entre autres, un vieux système d'infodivertissement. Bon, mettons que je dirais que En général, les Mazda, côté infodivertissement, c'est pas mes préférés. ben, la CX-5 2026 arrive avec un nouveau système qui est définitivement amélioré avec un grand écran. Les autres, ben, on peut dire que 2018 a appelé puis ils veulent avoir le radio. Là. Je veux dire, on est un peu là-dedans. Euh, mais Parlant de vintage, t'as mentionné la Pontiac Solstice, j'avais oublié, mais en fait, je suis allé la voir, puis même aujourd'hui, là, 15 ans plus tard, même un peu plus après la fin, ça a quand même bien vieilli, non? oui, ben, en termes physiques, oui. En En termes termes physiques, mécaniques, évidemment, je te parle pas de la mécanique, là, mais oh, mais en termes physiques, c'est une plateforme qui a bien vieilli, là. Je suis sur Wikipédia, je savais pas ça, là, comme ça, mais la plateforme Kappa, je regarde les différents véhicules qui ont été construits là-dessus, puis c'est vrai qu'on en a plus beaucoup, là, des comme ça. non, non, pas du tout. Et si tu veux mon avis, regarde la Pontiac Sky, la Saturn Sky, qui est, à mon avis, encore mieux réussie que ne l'est Ben, c'est d'ailleurs la c'est même même, page c'est la même Wikipédia, plateforme, hein. c'est le même véhicule. Mais ça, vite, vite, là, c'est probablement la pire valise au monde. C'est le pire coffre de voiture au monde. C'était tellement mal fait, en fait. C'était tellement mal isolé qu'on avait mis autour de la valise une espèce de bande de caoutchouc, comme une rigole de caoutchouc qui récoltait l'eau qui coulait dans la valise pour aller la faire sortir par en dessous du châssis. Ça te Ah donne une ouais. idée que, tu sais, quand tu prévois les systèmes d'inondation dans une valise, là, c'est parce qu'il y a un problème. En tout cas, bref. Évidemment, Mhm. c'est pas le cas de la MX-5, je vous le dis. Au contraire, c'est un véhicule qui est très bien fait, qui est bien fait. Écoutez, en termes d'ergonomie, on le sait, le coffre à gants est entre les deux sièges arrière, ça n'a pas de sens. C'est pas grave, c'est pas important. Les porte-gobelets sont aussi mal placés. Si vous êtes seul, ça va. Vous pouvez le déplacer et le mettre euh, à droite, là, en face du passager. Si vous êtes deux, vous êtes constamment dans les genoux du passager. Écoutez, c'est pas grave. C'est tellement le plaisir de conduire ce véhicule-là. Et la beauté de l'ARF, ben, c'est justement le toit rigide. Évidemment, ça alourdit un peu le véhicule, mais en revanche, ben, ça te permet de l'enlever aisément sur simple pression d'un bouton. Et la façon dont le système, le mécanisme est fait, le toit va se loger derrière le banc, comme, et n'handicape pas l'espace de chargement, qui n'est pas excessif déjà, on va se le dire. Là. Donc, c'est une bonne nouvelle que ça ne vienne pas compromettre cet espace-là. Donc, pour moi, c'est une réussite sur toute la ligne, la MX-5. Chaque année, je la conduis. Chaque année, je me dis, mon Dieu, je vais avoir de la misère. Chaque année, je me dis, je veux la garder absolument.
C'est une voiture qui est vraiment très, très bien, que j'adore, qui est à 49 000 dans le cas de ma version, qui est la version la plus élevée. Il y a des versions beaucoup moins dispendieuses, notamment si vous décidez d'opter pour des versions à toit souple. On parle de 35-36 000 à peu près. Détail dont je ne t'ai pas parlé, elle est aussi manuelle. Donc, il y Mais a c'est de un plus pour cette catégorie-là. c'est vraiment un plus. Écoute, ça te permet d'avoir un contrôle complet et tu sais comme moi que les boîtes manuelles sont de plus en plus rares. Alors, quand on m'a proposé d'essayer cette voiture-là avec une boîte manuelle, j'ai sauté sur l'opportunité, bien entendu. Et bon, je dis toujours à la blague que c'est le meilleur antivol, avoir un char manuel. Il n'y a plus personne qui sait conduire manuel. Il n'y a personne qui sait partir avec. Mais sans blague, c'est vraiment très agréable. Ben, c'est pour les amateurs, là. Bon, C'est ce que j'en conclus, au fond, là. Comme tu dis, on s'en fout de l'intérieur, on s'en fout de tout. Le but, c'est pas ça, là. non, non, c'est des passionnés. Puis écoute, il y a des clubs. Fais une petite recherche, tu vas rester surpris du nombre de propriétaires de Mazda ou de MX-5 au Québec. Et les clubs qui se réunissent presque tous les week-ends chaque été pour partir en randonnée de groupe au volant de leur Miata ou de leur MX-5, parce que c'est ça, il y en a de toutes les années. C'est vraiment impressionnant, là. Il y en a vraiment beaucoup. On a fait des réunions. On a un collègue qui a organisé une réunion de Mazda Miata MX-5 au bureau régional de Mazda au cours des 2 dernières années et il y avait entre 2 et 300 véhicules sur place. C'est quand même. Ben, C'est c'est ce que je suis en train de voir, là, des clubs qui datent d'il y a 30 ans, 35 ans, avec des centaines de membres. Ben oui, fou. c'est assez fou. Oh oui, écoute, c'est une passion absolue, la MX-5 Miata. Honnêtement, moi, je ne regrette pas chaque fois d'en avoir fait l'essai, et cette fois-ci non plus. Petit détail, bien sûr, elle a un petit peu vieilli, là. On a hâte un peu qu'elle soit rafraîchie. On a encore le design Kodo, c'est magnifique, mais ça commence à devenir lourd un petit peu. Par contre, la couleur rouge de la mienne, c'est le rouge profond de Mazda. Et honnêtement, je connais peu de couleurs qui sont aussi euh, je te dirais, aussi distinctive que ça, là, que le rouge Mazda. Donc, c'est une très, très bonne voiture à essayer en été, évidemment. De ton côté, William, toi, tu es allé dans la motorisation hybride avec un véhicule qui aurait pu te mener un peu plus en dehors des sentiers battus, le Subaru Crosstrek hybride. Ben oui, absolument. Puis tant qu'à parler de couleurs, je suis obligé de dire que le mien était particulièrement intéressant. Il était vert lime. J'ai beaucoup aimé parce que justement, hein, quand on parle de Subaru, presque à chaque fois, je le dis, ce que j'aime un petit peu moins du côté design extérieur chez Subaru, c'est les espèces de garnitures en plastique. Là, on fait toujours la blague, mais ils ont eu un contrat pas cher avec le fournisseur de plastique, là, Ils ont même et ils acheté en des mettent parts, partout. d'après moi. C'est ça, c'est ça. Et ils en mettent vraiment partout. Donc, écoute, je comprends parce que ça donne un look, tu sais, robuste. Ça donne le look Subaru. Ça fait un peu partie de la signature rendue là. Mais quand on l'a avec justement un véhicule noir, où ça fait pas de contraste avec un véhicule gris ou blanc où ça reste neutre, j'aime pas le look. Mais avec du vert, par contre, et même toi, t'étais d'accord, Tout là, à fait. tout à coup, ça fonctionne, là. Oui, absolument. J'avoue que ça lui donnait une gueule on n'aurait pas prévue. Et honnêtement, moi, quand j'ai vu la première fois la voiture de loin, j'ai fait ish. C'est comme, tu sais, ça va prendre des bonnes lunettes de soleil pour la regarder passer. Et finalement, j'ai beaucoup aimé cette couleur-là. Je trouve que ça lui donne une personnalité qui, autrement, serait peut-être un peu ennuyeuse, par exemple. Au niveau du Ah ben look, je oui, parle. Je parle absolument. au niveau du Ah look. ben oui, ben écoute, une Crosstrek, c'est une Crosstrek, puis tu regardes pratiquement les premières Crosstrek à avoir été produites, puis la silhouette, elle est 80% la même, là. Donc oui, je suis assez d'accord avec toi. Et encore une fois, c'est pas mal toujours ce que je dis chez Subaru, hein. On a des looks qui se ressemblent, on a ben, un peu comme le Kodo chez Mazda, comme tu viens de dire. C'est vraiment une signature de marque qui est intéressante, hein, qui surtout chez Subaru, qui, ben, comme la Miata, t'as des clubs de propriétaires de Subaru, tu sais, les gens qui sont Subaru, ils sont vraiment Subaru, là. Donc, j'imagine que pour un certain type de gens, ça fonctionne, mais pour ceux qui en font pas partie, peut-être qu'effectivement, on commence à être un peu tanné, là. C'est un peu ennuyeux. Même chose avec l'intérieur. J'ai jamais été un grand fan du système d'infodivertissement chez Subaru, même les nouvelles versions, il faut dire que j'ai essayé, sont meilleures, là, hein, parce que les anciennes versions faisaient littéralement sacrer ma femme designer web, là. C'était assez terrible. Voyons, Audrey ferait jamais ça. Mais est-ce qu'ils ont gardé, je sais que tu pourras pas me répondre, là, mais ils ont-tu gardé le fameux système Three Words?
Je l'ai pas utilisé, mais par contre, ça se recherche, hein. Mais justement, le fait que je puisse pas te répondre fait probablement partie de la raison pour laquelle c'est pas super important et peut-être la raison pour laquelle il l'aurait pas gardé. What Three Words, pour les gens qui savent pas, c'est un espèce de système de quadrillage du monde entier où à partir de seulement 3 mots, hein, comme le dit le nom, on est censé pouvoir identifier partout à travers le monde et justement pas juste avec les routes comme le système GPS, ce qui est bien sûr important pour des véhicules comme Subaru, hein, quand on parle de hors-route, quand on parle de justement aller hors des sentiers battus, ben justement, c'est un petit peu ça le principe. Par contre, donc il est encore là, tu me confirmes. Ouais, Merci. je viens Donc d'aller voilà. fouiller. Il est encore là, effectivement. Juste rappeler cependant que c'est normalement fait pour des lieux où justement il n'y a pas de GPS. C'est-à-dire que, tu sais, je peux te dire, c'est des plaques, je pense, c'est 10 mètres par 10 mètres, même pas. C'est genre 3 mètres par 3 mètres. Donc, si tu es dans un festival à l'île, mettons sur l'île Notre-Dame, tu m'envoies les 3 mots de ta position et moi, théoriquement, avec ça, je suis capable d'aller te retrouver à l'endroit exact à 3 mètres près. Ça arrive rarement en voiture, je te dirais. Puis surtout en pratique, c'est relativement peu, comment dire, ergonomique de dire oui, oui, je suis à chou-fleur, wagon, brocoli, tu sais. Donc c'est un petit peu moins intéressant à ce niveau-là. Mais bon, écoute, là on est vraiment dans les détails parce que sinon, côté design intérieur, un autre truc très Subaru, c'est avoir des petits plastiques qui craquent. Mais ça, ça vient aussi avec le prix parce qu'il faut dire que si la version hybride, elle est un petit peu plus chère, la version que moi j'ai essayé, malheureusement un petit peu plus chère, on l'avait comparé entre autres avec le Niro, hein, donc elle est 43 000 presque avec les frais de transport. C'est quand même pas donné pour la catégorie, mais la version de base, elle est plus autour du 33 000. Donc justement, on a l'impression d'avoir la qualité de finition de la version de base, mais malheureusement avec 10 000 $ de plus pour économiser à la pompe. Ouais, mais tu vois, ce qui me fascine, c'est que le Niro hybride d'entrée de gamme, bon, probablement que c'est le genre de véhicule qui vient avec un volant optionnel, là, j'exagère, mais à peine, euh, est à 30 000, 31 000 dans ce coin-là. Donc, il y a quand même une différence énorme, sauf que les performances sont sensiblement pas les mêmes. La Subaru Crosstrek t'offre quand même le rouage intégral super efficace. Et est-ce que, du point de vue d'économie d'essence, l'hybride vaut la peine? Ben Ça, c'est la écoute, question. quand même, là, quand même, j'ai fait pratiquement exactement ce qui est annoncé. Là. Donc, on annonce 6,5 litres au 100 en combiné. Moi, j'ai fait vraiment là, dans ce coin-là. Si on va le comparer justement avec l'autre version, c'est sûr que c'est déjà pas un véhicule qui consomme beaucoup, là, mais ça peut nous sauver à peu près 2,5 litres au 100 là, si on va le comparer avec l'autre version. Donc, écoute, c'est quand même une différence marqué, hein? Surtout si on fait beaucoup de routes, ben c'est sûr que ça va s'accumuler à la pompe. Mais dans mon cas, où je fais surtout de la ville, ben écoute, c'est sûr que je suis pas certain. Tu sais, ce 10 000 $ là, va falloir que j'en fasse beaucoup de la route là avant que je puisse le rentabiliser. Ouais, effectivement. Même si l'hybride, évidemment, est plus à sa place en ville, n'empêche que tu as raison de dire que ta consommation est pas mal moins grande que la mienne, par exemple. Exactement, oui. Puis aussi, la différence là est moins grande là, dans ce cas-là parce qu'il n'y a pas de différence aussi, du moins à travers ce que le manufacturier nous montre. Donc, autoroute, ville, tout ça, 6,5 litres au 100. C'est sûr que c'est le fun parce qu'il y a toujours une puissance qui est un petit peu différente. C'est 194 chevaux, un petit peu plus puissant. Mais bon, 194 chevaux et surtout avec une Crosstrek, je pense pas que c'est pour ça qu'on va s'acheter ça. Par contre, le sentiment de conduite, c'est pas une Miata, là, c'est pas le dynamisme qu'on peut s'attendre avec une MX-5 que tu viens de nous mentionner, mais c'est pas ça le but non plus, mais c'est une conduite qui est extrêmement, encore une fois, Subaru, hein. Donc, peu importe les modèles qu'on essaie chez Subaru, même les plus gros, je trouve qu'on a un sentiment qui est assez similaire, qui est sûrement dû, là, entre autres, à l'architecture du moteur, aussi à la transmission, hein, qui est presque toujours la même la traction plutôt la traction qui est pas mal toujours là la traction intégrale symétrique à prise constante dont ils se vantent dans presque toute leur communiqué de presse. Donc c'est sûr que ça amène un sentiment de conduite que je trouve moi agréable mais que je trouve pas particulièrement dynamique. Donc on parle
d'une adhérence qui est intéressante, d'une tenue de route, là, ça va prendre n'importe quel virage, ça je te le garantis. Par contre, je suis pas certain que c'est nécessairement ce qu'on va vouloir avoir si on veut quelque chose de plus sportif. Mais bon, écoute, on reste quand même dans un véhicule relativement abordable là. Donc c'est sûr que c'est plus un petit véhicule urbain, facile à stationner, facile à placer un peu partout, assez d'espace dans la valise, même si c'est pas l'avis de tout le monde, quand on va voir sur internet, il y a des gens qui la trouvent un peu petite, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait assez d'espace. Donc écoute, somme toute, l'hybride, pourquoi pas, si on a le budget. Ouais, et juste pour revenir sur l'espace, c'est effectivement un des petits VUS dans cette catégorie-là. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'espace parce qu'il est relativement bas. Par rapport aux autres VUS de cette catégorie-là qui ont tendance à être plus carrés, plus élevés, lui est relativement bas. Tu sais, à la limite, là, il est presque plus proche d'une familiale un peu surélevée que d'un vrai VUS. C'est peut-être ce qui fait la différence. C'est Mais tu as sûrement raison. ça, oui. Mais tu as raison de dire que ce qui est intéressant sur Subaru, c'est le rouage intégral. C'est la fiabilité aussi. Tu n'en as pas parlé, puis évidemment, c'est pas ce qu'on teste nous, mais dites-vous que chez Subaru, on se vante d'avoir 96% ou presque de nos véhicules toujours sur la route après 10 ans d'opération. C'est pas rien, ça vaut la peine, et ce sont des véhicules qui sont d'une grande fiabilité. Valeur de revente aussi qui vient avec ça, si c'est le genre de truc qui est important pour vous, là. Ouais, Parce que c'est sûr que quand tu as des véhicules fiables, presque naturellement, ça va augmenter la valeur de revente. Mais il me semble que ça gagne pratiquement toujours. Là, c'est toujours dans les tops effectivement. quand on parle de ça. C'est tout à fait vrai, puis il suffit de magasiner, tu vas t'en rendre compte. C'est pas donner une Subaru d'occasion parce que c'est encore très fiable. Écoute, moi, je vais donner dans une autre catégorie, vraiment, euh, qui n'est pas reconnue pour sa fiabilité, on va se le dire, mais qu'on a quand même considérablement amélioré, et c'est une icône dans son domaine, c'est le Land Rover Defender. Moi, j'ai essayé le Land Rover Defender P400 110. Bon, écoutez, ce que ça veut dire, en fait, c'est simplement qu'il existe trois déclinaisons majeures du Defender. Le 90 qui est un deux portes, le 110 qui est le standard et le 130 qui est le 7 passagers allongé. Dans le 110, tu peux mettre 7 passagers, mais il ne faut pas que tu aimes beaucoup les deux derniers. C'est pas compliqué. Mais c'est comme ça, j'y peux rien. Ben, Euh, c'est un classique, c'est très très rare les troisièmes rangées où tu peux mettre les gens qui t'aiment. Ça, ben, le 130 te le permet, évidemment, il est plus long. Donc, ce que je voulais vérifier, en fait, avec ce véhicule-là, parce qu'on a déjà essayé les Defender dans différentes catégories, puis non, je vous le dis tout de suite, je suis pas allé me promener dans 6 pouces de boîte, puis je suis pas allé me promener dans des conditions ultra difficiles, puis je suis pas allé me faire le fou dans des affaires. J'ai testé le véhicule comme un véhicule de ville, comme un véhicule qui devait m'amener du point A au point B les journées de grosses pluies battantes, parce qu'on en a eu quelques-unes. Euh, Honnêtement, c'est un véhicule. Écoutez, c'est un véhicule qu'on achète d'abord pour le style, on va se le dire. C'est un véhicule qui est absolument magnifique. Il est très beau. On s'est inspiré de l'ancien Defender qu'on avait abandonné chez nous pendant quelques années pour nous ramener une déclinaison avec un design qui est exceptionnel, qui est vraiment très joli, qui est très réussi. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. C'est vraiment bien fait. L'intérieur aussi, c'est assez solide comment le design est fait, mais l'extérieur, écoutez, on a des éléments là, qui sont souvent optionnels, mais un coffre de chargement extérieur que l'on peut mettre à l'arrière, ça donne de la gueule. Le pneu arrière, bien sûr, parce que comme tous les véhicules d'aventure, on a un pneu de secours qui est à l'arrière. Tu sais, des éléments comme ça qui permettent d'avoir vraiment du style. Le capot, ça, c'est particulier parce que le capot, il y a comme deux sentiers euh, accidentés, je te dirais, qui te permettent donc d'être antidérapant. Donc, si tu es mal pris, tu peux embarquer sur le capot et t'y tenir debout. Évidemment, tu ne fais pas ça avec un char à 110 000 mais c'est quand même Ben, là. tout ce que tu viens de dire, c'est de la parure, là. On Ouais, s'entend ouais. que c'est bien rare que tu vas prendre ton chien à 110 000 pour aller changer ton pneu sur le bord de la route, là. Mais comme tu dis, c'est vrai que ça donne un vrai Ah, look, ça donne. justement, rugged, là, comme ils disent en anglais. Ah ouais, ça donne un look d'enfer. Et en plus, mon véhicule d'essai était d'un vert kaki profond mat. Écoute, sérieusement, je travaillais Ah! dehors devant la maison et il y a des gens qui se sont arrêtés pour me dire qu'on avait un beau camion. C'est, il était vraiment, vraiment frappant en termes de design. Vous vous dites, oui, mais ce n'est que du design. Oui, mais combien de gens, justement, vont utiliser ce véhicule-là au terme de ses capacités réelles hors route? Il y en a très peu.
C'est quand même un véhicule qui est performant. On a un moteur 6 cylindres 3 litres qui nous permet 395 chevaux. On a un système le Terran Response, qui est le système de rouage 4 roues motrices avec différents modes que maintenant tu peux y aller. C'est lui qui décide, là, c'est un système intelligent, tu n'as pas à sélectionner et il t'amène vraiment dans des conditions exceptionnelles. Le Defender de mémoire peut aller jusqu'à 90 mm d'eau. 90, non plus que ça, 900 mm d'eau, 90 cm d'eau. C'est presque un mètre d'eau là, qui peut traverser sans problème. Parce que j'osais pas te dire que moi aussi, mon Crosstrek était capable d'aller dans Ouais, 9 c'est ça. centimètres d'eau, là, mais Non, c'est correct, là. Ça va aller, le niaisage ce c'est matin. correct, c'est correct. Mais en fait, voilà. Donc, c'est donc un véhicule qui a des capacités vraiment exceptionnelles hors route. C'est un véhicule qui, à l'intérieur, fournit un confort indéniable, de la puissance. Oui, ça coûte cher d'essence, on ne se le cachera pas. J'ai fait 12 à 13 litres au 100 de moyenne avec. Quand tu mets du super dedans à 2 piastres et 10 le litre, c'est sûr que ça te donne un petit frisson que tu aimes moins que quand tu le conduis, bien entendu. Mais c'est quand même un véhicule qui est performant, qui est efficace, qui a de l'espace intérieur. Sincèrement, c'est un véhicule qui est cool. C'est un véhicule qui est trop cher, clairement. C'est un véhicule dont la réputation de fiabilité n'est pas la meilleure, même si le Defender n'a pas eu de problème majeur de ce côté-là. Euh, mais c'est un véhicule c'est une icône. C'est le genre de véhicule que tu achètes. Tu sais, on parlait de la MX-5 qui était une icône dans son genre. Ben, le Defender, c'est un peu ça. Et tous les gens que je connais qui en ont ou qui en ont conduit ont tous la même attitude avec ce véhicule-là. On a comme l'impression de conduire quelque chose qui nous mène quelque part. Tu sais, on a l'impression qu'on est vraiment au volant d'un véhicule exceptionnel, ce qui est le cas. Je vous l'ai dit, 108 000 c'est pas mal le prix du véhicule d'essai, plus les options et tout ce qui vient avec. Mais quand même, C'est un bout d'histoire, là. Oui, oui, Tu c'est sais, ça. quand tu regardes ça, le Land Rover, tout ça, c'est un peu comme quand tu conduis une Mustang, c'est comme d'être au volant d'une pièce de musée, là, même si c'est un véhicule moderne. Exactement. Mais il est effectivement très, très moderne. C'est un véhicule donc qui a fait très, très bien le travail, qui est capable de nous amener vraiment dans des conditions particulières, mais qui en même temps est un véhicule urbain tout à fait raisonnable, tellement que j'ai été surpris de sa maniabilité. Moi, j'avais l'impression, je me suis dit, OK, j'avais conduit le 90, qui est la version courte. Je me disais, avec le 110, tu sais, c'est quand même gros, puis un rouage à 4 roues motrices, ça va quand même prendre de la place. Et Colin, non, pas du tout. En fait, quand je suis rentré dans le premier stationnement, ça a tellement rentré bien et solidement que ta mère m'a dit, coudon, est-ce qu'il y a les 4 roues directionnelles? Tellement ça s'est rangé rapidement. Alors, c'est Oh, vraiment un wow. véhicule qui a d'une grande maniabilité, qui est exceptionnellement efficace à ce niveau-là. Donc, écoutez, je ne m'étendrai pas sur le sujet parce qu'évidemment, c'est le genre de véhicule que peu de nos auditeurs vont réellement s'acheter, mais c'est un véhicule qui vaut quand même la peine d'être considéré. Alors, de ton côté, tu as aussi fait un petit peu dans l'aventure, mais plus dans l'aventure urbaine avec le Nissan Pathfinder. Oh oui, dans l'aventure familiale, là. On n'est pas dans l'aventure en route, et on n'est certainement pas non plus dans un véhicule qui a quelque chose comme 80 ans d'histoire comme le Land Rover, Defender et Series, là. Mais ça fait quand même plusieurs générations que le Pathfinder existe, là. C'est Oui, pas. absolument. C'est pas, non, c'est pas un petit dernier venu là, mais bon, c'est sûr que c'était pour te donner une idée. En fait, il est arrivé presque en même temps que le Defender, parce que c'est sûr que là, j'ai pas envie de m'étendre trop sur l'histoire, mais le Defender, c'est un véhicule des années 80, en fait, qui est comme le successeur du Series, hein, donc Series Ouais. 1, 2 et 3, qui sont et mon Siri d'ailleurs vient de s'activer, mais non Series. Voilà, c'était le successeur des années 80, mais bon, évidemment, quand on regarde, là, on dit successeur parce qu'ils ont changé de nom, mais la lignée est très, très, très directe entre le Series 1, 2, 3 et le premier Defender, tandis que le Pathfinder, c'était un modèle là, carrément moderne dans les années 80, même pratiquement un des premiers dans ce genre de design-là dans les années 80 parce que, bon, ça a toujours eu un look un peu plus rond, un peu moins angulaire, là, même dans les premières versions. C'est sûr que là, on est très loin, par exemple, des années 80, je te le dis. Voilà, on a modernisé un peu le Pathfinder, mais il faut dire qu'il a traversé des années difficiles, ton Pathfinder. Parce que pas la dernière génération, mais l'autre d'avant, je te dirais que ça, puis une berline familiale, c'était pas mal pareil, là.
Là, on est quand même revenu à la perspective d'un vrai VUS. Oui, tout à fait. Là. C'est sûr que là, c'est un vrai VES. Encore une fois, une troisième rangée pour les gens qu'on n'aime pas beaucoup, mais techniquement une troisième rangée, OK? En fait, cette troisième rangée-là va servir d'extension à la valise, je te dirais 95% du temps, mais quand même, elle est là. Pas trop cher pour sa catégorie non plus. Hein. Moi, la version que j'avais, qui est pourtant la version Platinum, qui est pas la version là, de base, elle est à peu près 63 000 $. On peut payer un petit peu plus cher, là. Évidemment, on peut avoir plein d'options, mais la version que j'avais, à peu près 63 000 $, ce qui est franchement pour la catégorie assez dans la moyenne, assez raisonnable même. Là. Ouais, ben effectivement, tu es dans une catégorie où il y a quand même des rivaux importants, là. On parle du 4Runner chez Toyota, on va parler du Honda Pilot qui est un solide concurrent, on va parler du Ford Explorer. Il y a beaucoup de trafic dans cette catégorie-là. Oui, c'est le cas de le dire. Mais bon, il y en a certains que tu as nommés là-dedans. Là, le Ford, entre autres, c'est à peu près le même prix. Mais tu sais, on va voir après ça, le Honda Pilot, il est quasiment 10 000 de plus. Hein? Donc, écoute, c'est pas non plus comme... le Honda Pilot est un peu dans sa propre catégorie. T'en as plein d'autres aussi. Si on va dans les véhicules là, plus luxueux, tu peux aller dans les Lexus, tu peux aller... y en a plein. Comme tu dis, c'est une catégorie qui est quand même assez occupée. Ils appellent ça VUS intermédiaire, mais c'est quand même un grand VUS intermédiaire. Là. Ça me fascine toujours d'ailleurs qu'on puisse rentrer 7 personnes dans un véhicule qu'on considère intermédiaire, mais bon, peu importe. Euh, Imagine les grands VUS. oui, non, c'est ça, exact. Ça donne l'idée de l'inflation dans la taille. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai trouvé ça un peu inutile pour mon mode de vie. Hein? Donc, il faut que je préface en disant je suis à Montréal, je suis en appartement, on est deux et un chat. Hein? Donc, définitivement Qui ne pas le sort public pas. cible. Ah, non, il vient des fois, mais pas dans les. Des fois, on l'amène au parc. Mais bon, tout ça pour dire que, effectivement, on n'est pas le public cible pour ce genre de véhicule-là. Hein? Vraiment, vraiment pas. Donc, j'ai pas pu faire l'essai des 7 passagers à l'arrière et tout, avec l'épicerie pour toute la famille. Mais ma question, c'est pourquoi est-ce que ce segment-là est si populaire? Personnellement, j'ai trouvé que c'était excessif, même en imaginant avoir, tu sais, un enfant et demi, là, comme on dit, hein. Donc, même si j'étais la famille moyenne avec mes 2 enfants qu'on amenait au soccer et tout, je trouve ça légèrement excessif pour mon mode de vie, là. Ouais, ben, c'est sûr que tu aurais des concurrents. Même dans la même famille, le Nissan Rogue fait tout à fait le travail et est considérablement plus petit du côté de chez Nissan, là. C'est sûr que ça, c'est fait pour les gens qui ont envie d'un peu plus d'aventure. Tu as un bon système de rouage intégral, tu as de l'espace à transporter tes choses, tu as une capacité de remorquage aussi qui existe. Donc, c'est sûr que si tu traînes tes motoneiges ou tes VTT puis tu t'en vas dans le bois faire du camping, tu peux traîner ton stock. Je pense que c'est théoriquement dessiné pour un public pas mal plus actif en plein air que toi ou moi, on peut l'être. Là. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça a certains aspects pour ces gens-là. Comme je disais, la préface est mon mode de vie de jeune urbain. Donc, évidemment, pas... Non, mais je dis ça en Non, blague, non. évidemment, là. Mais tout ça pour dire que c'est vrai qu'on sort pas beaucoup au chalet, là, en tirant notre trailer, là. C'est vrai. Mais à quel prix, par contre? Parce qu'il faut quand même que tu l'utilises en maudit, ton trailer, hein. Surtout quand on considère qu'en ville, on annonce proche de 12 litres au 100. Ouais, donc j'avoue que ça, c'est pas mal d'essence pour un véhicule de cette taille-là quand même. Absolument, hein? Donc, bon, c'est sûr que c'est un petit peu mieux sur autoroute, là, mais même en combiné, 10,8 litres au 100 selon le manufacturier, j'ai fait plus proche du 11,8 litres au 100, moi, que du 10,8. Donc, écoute, c'est sûr que à ce niveau-là, c'est pas donné. Bon, après ça, tout ce qui est infodivertissement, sécurité, ça commence à tout se ressembler tant qu'à moi. La seule distinction, c'est est-ce qu'il y a une caméra 360 ou pas? Ça, c'est ce que je remarque vraiment dans un véhicule. Et est-ce qu'il y a le Apple CarPlay sans fil ou pas? Oui, Android Auto et peu importe là, la projection du téléphone. Et dans ce cas-ci, oui, aux deux, avec un système que j'ai trouvé quand même facile à utiliser dans l'ensemble. Donc ça, rien à dire là-dessus. Vraiment, mon seul bémol, c'est que je pense que ça se positionne comme étant un véhicule pour tout le monde, tandis que je suis d'accord avec toi que le Rogue, ou même justement n'importe quel véhicule dans une catégorie juste un peu moins grande, va être
selon moi, pas mal plus approprié pour monsieur, madame, tout le monde que le Pathfinder. Tout à fait d'accord avec toi. Même si le Pathfinder est un bon véhicule, c'est le genre de véhicule dont il faut avoir besoin au niveau de la taille, nécessairement. Donc, Ben oui, puis j'ai pas parlé de la puissance, hein, 284 chevaux, c'est quand même assez puissant, bonne accélération, un couple aussi qui est intéressant, on sent la puissance, là, même pour un véhicule qui est pas électrique, c'est assez instantané, ça m'a fait penser un peu à ça, mais comme tu dis, c'est un besoin particulier selon moi. totalement, tu as tout à fait raison. Ce que tu as pas mentionné non plus, puis on en parle peu quand on a les véhicules Nissan, c'est ce qu'ils appelle le bouclier de sécurité, là, le Nissan Safety Shields. C'est en fait un ensemble d'éléments de sécurité qu'on retrouve maintenant sur la plupart des véhicules, je te dirais, mais Nissan s'en est vraiment fait une spécialité au niveau de regrouper tout ça dans t'as un petit bouton avec des ronds bleus là, sur le volant. Quand tu l'actives, ça va vraiment agir efficacement. Et au niveau de la sécurité, c'est bien fait, ça fonctionne bien. Donc, ça vaut quand même la peine de le mentionner quand on fait cet effort-là. Et pourquoi je Absolument. parle de sécurité? Ben, c'est pour nous amener à notre sujet suivant, mon cher William, parce que c'est un peu moins le fun, c'est le bilan routier que la SAQ a dévoilé au cours des derniers jours. Ben écoute, c'est jamais le fun, mais les résultats sont pas nécessairement décourageants non plus, il faut dire. Non, exactement. Alors, globalement, là, je ne rentrerai pas dans les chiffres précis parce que, ben, en tout cas, pas dans tous les chiffres précis parce qu'il y en a une tonne. Mais dites-vous qu'on a, bon an, mal an, à peu près le même nombre de décès que l'année dernière. On en a 8 de moins, là, 371. C'est un peu plus qu'un décès par jour. C'est trop, me direz-vous. Mais c'est quand même. Juste, hey, j'ai fait une petite recherche. La pire année de l'histoire au Québec, 1973, 2119 décès sur les routes. Pardon, mais c'est énorme! Ça n'a aucun sens. Alors, c'est pour ça que C'est comme 5 personnes par jour, si je fais le calcul rapide, là. c'est pour ça que quand on dit oui, tu sais, on est à 8, 361, c'est vrai que c'est énorme, c'est vrai que c'est trop, mais il faut quand même regarder la réalité en face. Il y a eu une nette amélioration. D'autant, faut-il le rappeler, puis on en parle peu dans les résultats, mais le parc automobile grossit d'année en année. Donc, quand ton parc automobile grossit puis que tes mauvais résultats diminuent, ça veut dire que ta moyenne au bâton s'améliore pas mal. Alors, ça, il faut le dire. Et ça fait, entre autres, le système de bouclier de sécurité de Nissan fait partie des éléments qui ont permis, depuis 1973, d'améliorer à ce point le bilan, tous les systèmes embarqués, systèmes de sécurité qu'il y a sur la plupart des véhicules. Maintenant, ça vaut vraiment la peine d'en parler. Des petites conclusions, cependant, qui m'ont un petit peu titillé. Le fait que les gens de 75 ans et plus soient de plus en plus impliqués dans des accidents. Encore une fois, on nous dit qu'il y a plus de conducteurs de 75 ans et plus qu'il n'y en a jamais eu. Hein? Mettons que Ben, la les durée de vie est boomers, maintenant c'est à plus peu grande. près, C'est ouais, c'est ça. ça. Et bon, ce sont des gens qui sont actifs, qui continuent de conduire, donc c'est normal. Mais quand même, 20 semble-t-il, des accidents avec blessés légers ou graves impliquent des gens de 75 ans et plus. Ça m'amène à un questionnement que j'ai eu à plusieurs reprises et que je continue d'avoir. Est-ce que l'on devrait, et non pas uniquement les personnes de 75 ans et plus, là, mais est-ce que l'on devrait avoir des rafraîchissements réguliers de nos modes de conduite et de notre façon de conduire? Est-ce qu'on devrait finalement repasser notre permis à tous les 10 ans? Euh, ben moi, je pense que oui. Hein, je suis très honnête avec toi parce que je considère que les véhicules ont évolué, les routes ont changé, la circulation n'est pas la même. On devrait donc avoir une façon d'évaluer de façon plus précise les capacités des gens sur une base régulière. Mais je suis pas en désaccord avec toi, hein, parce que souvent, écoute, on peut parler de pratiquement tous les problèmes sociaux. Les jeunes, les vieux, les Québécois, les immigrants, pratiquement tous les groupes sociaux y ont droit à un moment ou à un autre dans l'année. Mais je pense qu'au bout du compte, t'as quand même pas un mauvais point. C'est que c'est par rapport à l'éducation du public. Je sais pas Ben si oui. j'irais jusqu'à dire repasser son permis, parce que c'est sûr que là, c'est quand même une opération massive là, pour la Non, non, société. Et pourtant, je parle en tant que j'exagère. personne qui est pour ce genre de projet-là. Mais juste avoir de l'éducation supplémentaire, Ouais. surtout quand tu penses au fait que pendant très longtemps, on n'avait même pas besoin d'aller passer des cours. Non. Tu sais, la quantité de gens qui ont leur permis de conduire en ce moment, qui n'ont jamais eu une véritable formation sur le code de la route du Québec, selon moi, c'est quand même un problème. Moi, c'était pas obligatoire dans mon temps, là.
Ben, c'est exactement à ça Tu que je vois? faisais référence. Même Fait que moi, quand je l'ai passé il y a 10 ans maintenant, mmh, ça venait d'être obligatoire. Là. Ça faisait quelques années, si je me souviens bien. Ça faisait pas exact. super longtemps. Même ma sœur, qui a juste une dizaine d'années de plus que moi, elle, c'était pas obligatoire. Je me souviens que c'est toi qui y avais fait Effectivement. pour lui apprendre à conduire. Donc oui, c'est ça. Je pense que une chance qu'on t'a toi aussi, parce que évidemment, tu as une expertise particulière, mais je peux pas imaginer que monsieur, madame, tout le monde est capable de donner la même formation qu'un expert de l'automobile à ses enfants. Là. Non, puis mais en même temps, comme je te dis, moi, ce qui me fait dire qu'on en a besoin, c'est l'évolution rapide de tout ce qu'il y a autour. Tu sais, là, je veux dire, il y a 20 ans, il y a personne qui avait d'écran dans sa voiture, là. En tout cas, Ben, pas il y a d'écran 10 tactile de ans, cette méthode. on m'a jamais appris à dealer avec les conduites autonomes et les Voilà. systèmes de sécurité qu'on vient de mentionner, justement, qui existaient à peine. On m'a parlé de la caméra de recul, là, tu sais. C'est là qu'on Ouh! était. Oui, c'est ça. Hey! Hey, maintenant, tu as un CD dans ta voiture. Ouh! Enfin, Pratiquement. Et pourtant, mon premier véhicule en avait pas, là, tu sais, non, presque, là. non, à cette heure, en tout cas, bref. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, je pense que donc il y aurait, matière là à réfléchir. Hem, Autre catégorie de gens qui ont été surreprésentés, à mon avis, ce sont les motocyclistes et ça, c'est il faut vraiment trouver une solution puis, lancez-moi pas de tomates là, je vous dis simplement les chiffres. 3,8 des immatriculations au Québec, ce sont des motocyclistes. 17,5 des accidents impliquent des motocyclistes. Ah, c'est beaucoup, je trouve, comme différence. Je sais qu'on a mis toutes sortes de normes, on a augmenté les tarifs et tout, mais il y a encore un problème au niveau des motocyclistes. Ça, c'est quelque chose à régler. Mais ce qui m'a fatigué le plus, puis c'est là que je veux aller, Will, puis tu sais où je m'en vais parce qu'on en a parlé précédemment, Mhm. c'est que là, il y a eu augmentation des décès, notamment, et des blessures et des accidents avec piétons. Une bonne augmentation en passant. Et ce qu'on a évalué cependant, avant qu'on se mette à acheter des tomates encore une fois à une cible quelconque, c'est que seulement 20 de ces accidents-là étaient provoqués par les piétons eux-mêmes. Donc, il ne faut pas penser que c'est parce que les piétons sortent de n'importe où entre deux autos puis qui font n'importe quoi. Oui, il y en a qui font ça, clairement. Il y en a qui ne sont pas prudents. Il y en a. Vous faites la même chose au volant, là. Dites-moi pas le contraire. Euh, donc, oui, il y a une responsabilité de la part des piétons, mais si 80 des accidents ne sont pas leur responsabilité, il y a évidemment des facteurs extérieurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est uniquement de la faute des automobilistes? Pas vraiment. Et cette semaine, on en a parlé sur les ondes d'une radio quelconque et j'ai beaucoup aimé ton intervention. Puis depuis, je la partage et je la répète à qui veut l'entendre. Le problème qu'on a, c'est un problème d'infrastructure. Mais je suis content que tu le partages, puis je vais donner le même exemple que j'ai mentionné cette journée-là. Pas très loin de chez moi, c'est un deux-stop avec une rue quand même assez large. Hein? Donc, et il y a des stationnements des deux côtés de la rue, en plus d'avoir 4 voies dans le milieu. Donc, ça fait 6 voies de large, et c'est un deux-stop. Mais le nombre de fois où, malgré toute ma bonne volonté, j'ai failli frapper un piéton d'un côté ou de l'autre, ne serait-ce que parce qu'il faut qu'on amène son véhicule jusque dans la zone des piétons pour être capable de faire son deux stop de manière sécuritaire pour s'assurer qu'il n'y a pas de véhicule des deux côtés avant de traverser. Ça, rendu là, je pense que c'est un problème d'infrastructure parce que malgré toute la responsabilité que à la fois moi et le piéton on peut avoir, j'ai du mal à croire qu'il y a quelqu'un qui est responsable là-dedans. Il y a quand même un danger. Puis écoute, je vais peut-être devancer ce que tu allais dire là, mais bon, on vient de la région de Saint-Hyacinthe, puis il y a eu un accident récemment avec une jeune fille qui est malheureusement décédée, puis jeune, là, je parle de 13 ans, le secondaire 1, qui est décédée après, ça a fait frapper par un... Elle était à vélo, il faut dire, elle n'était pas à pied, mais quand même, par un camion, puis ça m'a touché beaucoup, puis je crois que je suis pas le seul que ça a touché, et en fait, je sais exactement quelle intersection ça se trouve à être, pas très loin de ma propre école secondaire, puis on dirait que ça me frappe particulièrement dans ces moments-là parce que jusqu'à un certain point, j'aurais pu à la fois être le cycliste et, bon, mais là, c'est un camion, là, mais et l'automobiliste, dans le sens que c'est vraiment un endroit terrible où c'est presque impossible de traverser dans un sens ou dans l'autre de manière sécuritaire. Puis je me demande combien d'augmentation de morts ça va prendre avant qu'on se pose la question.
Tu as tout à fait raison, William. On l'a souligné à plusieurs reprises, les villes ont été dessinées pour l'automobile et on n'a pas aménagé au cours des différentes années des infrastructures qui permettent d'avoir un véritable partage de la route, notamment avec les piétons. On parlait de piétons là, qui font du jaywalking, là, qui traversent n'importe où. Ça se fait très peu en zone très urbanisée, là. Ça se fait dans les régions Ben, chez nous. il y en a, mais Oui, généralement, justement, tu sais, c'est les, sur ma rue, tu roules 30, tu le vois, là. c'est ça, mais tu sais, là, de plus en plus, des villes comme la mienne, où on a mis en zone résidentielle 30 km/h. Est-ce que ça me fait rager? C'est sûr que ça me fait rager. C'est clair que ça me fait rager, puis ça me met en beau verra quand je conduis, puis que je trouve que je ne vais pas assez vite. Mais d'un autre côté, si c'est plus sécuritaire, puis qu'on réussit à éliminer une certaine partie des dangers, ça va. Il faut quand même être capable de respecter certaines infrastructures où l'automobile a besoin de passer et a besoin d'être plus efficace. Mais il faut repenser ces éléments-là. Euh, Écoute, je vais te parler, tu sais, tu connais bien l'endroit ici aussi, pas très loin. Il y a une espèce de tunnel qui passe en dessous d'une voie ferrée. C'est un boulevard où il y a 3 voies. Il y a une piste cyclable qui n'en est pas une parce qu'elle partage une partie du trottoir. C'est totalement complexe. Donc, il faut vraiment revoir tous ces endroits-là, toutes les infrastructures. Je pense que ça pourrait sauver bien des vies. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, puis je pense que juste le fait qu'on ait tant d'exemples comme ça à portée de main. Je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs aussi qui vont eux-mêmes savoir c'est quoi leur coin de rue où c'est presque impossible de traverser de manière sécuritaire. Puis écoute, je sais pas c'est quoi la solution parce que de notre côté, on peut pas non plus commencer à reconstruire toutes nos routes, mais Non, d'un puis certain il ne côté, s'agit pas d'interdire l'automobile nulle part, partout non plus. Il s'agit juste d'apprendre à mieux les gérer. Tu sais, tu donnais ton exemple. Moi, là, ce qui me frappe quand je vais dans ton coin, là, c'est qu'on laisse des stationnements littéralement jusqu'au coin de la rue, ou presque. On est à de quelques manière illégale, mètres. hein. Ben, puis c'est légal, c'est permis, c'est prévu comme ça. Ben écoute, on tolère des stationnements beaucoup plus proches des stops qu'on ne le devrait, tant qu'à Oui, moi, mais bon, écoute, ça oui, c'est la parce que ville de normalement, c'est Montréal, je 5 crois. mètres. Normalement, c'est Effectivement, 5 mètres. tandis qu'on ne respecte absolument jamais le 5 mètres. Et je crois que je parle pour beaucoup de quartiers résidentiels. Évidemment, Montréal, c'est sûrement pire, là, mais je suis d'accord avec toi. Il faudrait au minimum qu'on soit conséquent. Exactement. Puis tu sais, quand tu as une auto qui est stationnée là, tu n'as pas le choix de t'avancer le nez au-delà de cette voiture-là pour voir ce qui s'en vient. Mais là, tu as une chance sur deux de te faire frapper ou de frapper un piéton qui s'en vient parce que tu ne l'auras pas vu venir. Donc, il y a vraiment quelque chose à revoir au niveau des infrastructures. Oui, oui, ça vient de 2 journalistes automobiles. Donc, ne soyez pas surpris, mais oui, je pense qu'il y a quelque chose à revoir. Donc, c'est sur cette nouvelle un peu triste, en fait, que je vais passer le micro à William parce que on a aussi des actualités. Et ça, bien entendu, ça devrait nous réjouir un peu plus. Ben, je vais être super honnête, j'ai juste une actualité drôle parce que le reste des actualités était pas super drôle. On parle de Pas tarifs, on grave. parle de guerre, on parle de plein de choses. Donc, j'ai décidé de les piger un peu plus dans l'histoire, même si je commence avec une actualité. Je viens de t'envoyer une photo d'ailleurs pour que tu puisses avoir ton avis. Je vous invite à le faire vous-même. Vous pouvez rechercher simplement Ram T-shirt et mettre en pause. Vous me direz ensuite, qu'est-ce qu'il y a de bizarre avec le t-shirt qui a fait les nouvelles du RAM? Parce que c'était sur la page officielle, la boutique officielle de marchandises de RAM. Pourquoi? Trouve l'erreur dans ce que je viens de t'envoyer. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, c'est pas un RAM. Alors, sur la boutique officielle du RAM, C'est pas un RAM, ce ça? qu'on appelle le RAM Patriotic T-shirt, hein, parce qu'il y a évidemment un drapeau des États-Unis à l'arrière. On a un camion écrit RAM dessus, le logo de RAM écrit RAM Power, mais un camion qui est décidément un Toyota Tacoma. Ouais, c'est ce que j'étais pour te dire. C'est pas un RAM, ça? Pas C'est du... absolument pas un Ram, c'est un Tacoma. On peut le reconnaître assez facilement avec la silhouette et avec, entre autres, les phares en avant qui sont très, très distinctifs du Tacoma. Euh, bon, après ça, je vous invite aussi à compter les étoiles en arrière du drapeau des États-Unis. Je sais pas s'il y en a vraiment 50. Ça a été fait par AI, ok? Je suis prêt à mettre ma main au feu que ça a été fait entièrement par intelligence artificielle. Et je suis curieux de savoir ton avis là-dessus, au fond. Ben là, s'il n'y a pas d'avis à avoir, c'est juste profondément sans dessin. Euh... Ben, c'est ça la vie. Au fond, c'est ça la vie. Et on le partage. Tu peux pas te permettre de faire la promotion d'un produit et pas mettre le bon produit. Là. Quoique,
on a déjà vu des vidéos de certains endroits qui n'avaient pas les bonnes images pour les bonnes villes. Hein? Euh, Rappelons aux États-Unis où on a utilisé, entre autres, des paysages d'autres pays pour vanter les mérites du patriotisme. Mais c'est pas la première fois, mais c'est complètement ridicule. Ça n'a aucun sens. Ben oui, ben écoute, Dodge eux-mêmes là, l'ont fait à plusieurs reprises, utiliser de l'AI pour générer des véhicules qui ressemblent aux leurs, mais sans l'être tout à fait. Ce qui, je pense qu'on peut s'en tirer peut-être dans certaines communautés, mais c'est certainement pas les fans de l'automobile qui vont te laisser avoir un véhicule avec les mauvaises jantes, là, tu sais. Non, C'est comme, non. non, 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 il était pas disponible ces jantes-là sur le Dodge Neon en 1986. Hey, on a des collègues, nous autres, tu le sais, William, on va sur des événements ou des trucs comme ça, puis on discute avec des collègues qui ont eu des connaissances encyclopédiques. Moi, je me rappelle être allé à San Francisco avec un collègue qui m'expliquait que tel modèle, telle jante, c'était pas bon, c'était sur telle autre année, puis que le modèle l'autre bord de la rue. Et moi, j'avoue que j'étais complètement déboussolé, je savais jamais comment. Fait que lui, s'il voit ce T-shirt-là, d'après moi, là, on l'amène aux soins intensifs. Là. Je veux dire, il en reviendra pas. Mais bon, parlant de modèles historiques, est-ce que tu connais le Ford Nucleon? Non, pas vraiment. Pas Et du tout, pourtant, même. avec le nom, on pourrait se douter de c'est quoi sa particularité, mais c'est un modèle concept hein, des années 50, un modèle absolument futuriste. Et dans les années 50, ben, on était en train de découvrir les joies de la radioactivité. Hein. Les joies étant bien sûr un grand mot. Ben oui, surtout genre 13 ans après Hiroshima, là, c'était des joies fantastiques. On était quand même passé l'époque où les gens buvaient de l'eau au radium, mais on était quand même pas si loin, il faut croire, parce qu'en 1958, Ford nous a sorti ce véhicule d'ailleurs, le look est quand même assez intéressant, là, à mon sens. C'est très 50s, évidemment, il fallait s'y attendre, mais c'est quand même assez intéressant. Mais ce qui fait cette particularité, c'est surtout que Ça a l'air c'est d'un un bateau. véhicule. Excuse-moi. Oui, parce qu'en avant, il faut de l'espace pour le réacteur nucléaire. Ah, c'était propulsé à l'énergie nucléaire? Bon, c'est un concept. Ils ont jamais vraiment propulsé ça à l'énergie nucléaire, mais c'était bel et bien le concept avec un réacteur à fission nucléaire qui utilise de l'uranium pour créer de l'énergie. En fait, pour créer même de la vapeur. Et c'était cette vapeur-là qui tournait la turbine. Donc, véritablement comme une centrale électrique nucléaire, mais à OK. l'intérieur de son Ford. OK, ben écoute, finalement, les gaz à effet de serre n'ont qu'à bien se rhabiller, je te dirais, parce que C'est plus. En fait, d'un point de vue environnemental, c'est littéralement mieux hein, que les gaz à effet de serre parce que ça prend très très peu d'énergie, ça prend très très peu d'uranium. Le point est pas nécessairement environnemental, le point est plus pour la sécurité des utilisateurs, je crois. aussi, Puisque, évidemment, c'est mieux que les énergies fossiles. Là. Je pense que quand on parle d'énergie alternative, tu sais, le nucléaire, c'est pas nécessairement renouvelable, mais c'est quand même vraiment mieux que d'envoyer du carbone dans l'atmosphère. Le point, c'est surtout qu'est-ce que tu fais avec ton uranium passé les 10 000 milles quand même. Hein? Donc, 10 000 milles d'autonomie qu'on estimait, ça te donne quand même un bon range. Mais qu'est-ce que tu fais après avec ton uranium? puis moi, je serais curieux de voir le pompiste habillé en hazmat de la tête aux pieds pour venir faire le plein, là, mais ouais, non, c'était peut-être un peu excessif. Disons que les années 50 ont donné lieu à de beaux grands rêves automobiles et celui-là en fait partie. Ben écoute, surtout, on aurait sûrement pas pu être à l'intérieur sans bouillir nous-mêmes. On aurait sûrement pas pu se propulser avec autant, parce que c'est lourd aussi en de l'uranium, donc on aurait sûrement pas pu le faire parce que le réacteur aurait été trop lourd. Écoute, il y a beaucoup de problèmes là-dedans, mais Ford a bel et bien tenté de le faire. Mais il y a des décisions étranges qui ont été prises. Ah oui, d'ailleurs, si vous voulez le voir aujourd'hui, ce modèle-là, il est au Henry Ford Museum hein, au Michigan, si vous décidez de traverser la frontière. Mais c'est pas la seule drôle de décision prise par les manufacturiers. Puis, je vais être très transparent, là, je m'inspire d'une liste faite par Top Gear. Si vous voulez aller voir la liste complète, il y en a une soixantaine, mais ils ont fait une excellente recherche pour trouver les meilleurs noms de véhicules à travers l'histoire. On Ouf, parle souvent du e-tron, là, hein, tu m'inquiètes un peu, là, parce que là, oui, mais avais-tu déjà entendu parler? Ben sûrement, hein, du Toyota MR2. oui, bien sûr. Ben voilà, ben en France, on l'a appelé MR, n'est-ce pas? Ah oui? Ah, je savais pas ça, par exemple. Ben oui, parce qu'on voulait pas l'appeler. La Mais merde. Oh, non, je peux comprendre pourquoi.
Il y en a, mais le marché latino-américain en a eu pas mal, hein. Entre autres, le Mitsubishi Pajero, Ouais. qui signifie, disons, davantage quelque chose, pour reprendre l'expression, plus quelque chose qu'on dirait à quelqu'un sur la route que à l'intérieur duquel on voudrait se déplacer. Mais sache, Euh, mon cher, on- qu'on ramène le Pajero au cours des prochains mois, là. c'est pour ça que je t'en parlais. J'espère qu'on va changer le nom dans les marchés latino-américains. Il y avait aussi pendant un bout de temps le Nissan Moco, Ouais. qui veut dire la morve en espagnol. Ah, ça, je savais pas, mais le Nissan Moko est un tout petit véhicule, c'est un Kei-Car, fabriqué par Suzuki, Absolument. et c'est le premier véhicule que j'ai conduit avec le volant de l'autre côté, volant à droite, sur les routes de la Californie, où je Eh me suis bien, fait intercepter par la police, parce qu'ils savaient pas que ça se pouvait un char qui avait un volant de ce côté-là, qui avait cette taille-là. C'était dans le cadre d'un événement Nissan qui s'appelait le Nissan 360. C'est le premier voyage de presse que j'ai fait quand je travaillais au guide de l'auto. eh bien, voilà. Donc, tu as conduit la morve Je elle-même. savais pas que ça signifiait mort, par exemple. Après ça, on a aussi des choix un peu étranges par rapport à des conventions. Donc, par exemple, le Kia Ceed. C-E-E apostrophe D. Ouais, pourquoi l'apostrophe? C'était À le véhicule cause qui servait justement dans Top Gear comme véhicule d'essai, mais pourquoi l'apostrophe? Parce que c'est deux, c'est totalement niaiseux. Parce que c'est deux, pardon, acronymes différents. Donc d'un côté, on a Communauté économique européenne Ouais. (CEE) et on a European Design (ED). Mais ils voulaient pas l'appeler le CID avec trois E dans le milieu. Donc ils ont décidé de faire CEE Apostrophe. apostrophe parce qu'on veut pas répéter un troisième E, D à la fin. Ok, c'est une contraction finalement. C'est une contraction de deux acronymes. Dans la même J'aime liste, bien ton explication complètement niaiseuse. Je trouve que ça fit assez bien avec le. ben, c'est comme d'avoir une... écoute, je te lance ça comme ça, là. Si j'étais une compagnie qui s'appelait Toyota et qu'en Chine, j'avais une ligne complète de véhicules électriques qui s'appelait les BZ, d'accord? Ouais. Ben, en Chine, je garderais probablement ce sigle-là, mais à l'international, j'essaierais peut-être de pas donner un sigle qui a aucun rapport avec quoi que ce soit, comme, et je lance ça comme ça, BZ4X ou quelque chose comme ça. Au moins maintenant, on a réduit ça à BZ, là. On a enlevé le 4X. Et justement, ce qui revient au début où c'est complètement niaiseux parce que le BZ, en fait, chez Toyota, c'est l'ensemble, c'est la série de véhicules électriques Hein? et non le véhicule électrique qui est le BZ4X qui est en fait un des modèles à l'intérieur de la série BZ. En tout cas, Oui, non, tu as complètement raison. Ça voulait étrange. dire Beyond Zero. Absolument, sauf que ça n'a pas de sens après de rajouter des chiffres. Mais écoute, là, je vais peut-être un petit peu au-delà de moi-même, parce qu'après, on a aussi les véhicules qui font de l'autoréférence. Hein? Donc, on a la fameuse Renault, même moi, j'en avais entendu parler, la Renault Le Car. Hein? Oui. Oui, Ah, ouais, c'est le car, hein? C'est voilà. On en parlait plus tôt, mais on dit jamais ça, mais officiellement, c'est quand même bien le Land Rover Range Rover. ouais. Comment l'oublier? Et comment aussi oublier l'Alfa Romeo Alpha 6? Oui, bien sûr. On aurait pu l'appeler l'Alfa Romeo 6, mais non, il fallait l'appeler l'Alfa Romeo Alpha 6. Et la Mazda 3, parce que quand tu regardes comment Mazda écrit son nom, s'il n'y a pas d'espace entre les deux, c'est comme si ça allait ensemble. C'est absolument vrai. Chrysler by Chrysler. Ah, ça, je connais pas ça, par exemple. C'est un vieux véhicule, là. On parle des années, je crois, 40, là. Donc, Chrysler by Chrysler. Ah, ça, je connaissais pas Et ça. ensuite, on a ceux qui ont juste absolument aucun sens. Qu'est-ce qu'il avait fumé avant de le choisir? Un autre vieux véhicule des années 30. Le Studebaker Dictator. En tout cas, ça cible la clientèle, je te dirais. Le Daihatsu Naked. Ah, ça aussi, ça cible la clientèle ou ça donne une idée de ce que tu vas avoir comme option. La Reliant Kitten. Kitten, comme dans les chats, là? Exactement. Donc, Reliant était la marque et Kitten était le nom du modèle. Ouais. Volkswagen Thing. Ben oui, bien sûr. La Mitsubishi Minica Lettuce. OK. Es-tu verte?
J'imagine qu'elle était disponible. Mais les Japonais en ont sorti une coupe, hein. Et les Chinois aussi. Les Chinois ont la Aura Funky Cat. Les Japonais ont la Honda That's. Ah ben oui. That's. That's. On sait pas ce que c'est, juste That's. Écoute, il y en a vraiment plein, là. L'Autozam Carol Milady. Bien sûr. Ça n'a aucun Et lien. finalement, même si je la comprends pas tant que ça, il faut quand même que je mentionne que Top Gear déteste la Chrysler Sebring, pas seulement à cause du nom, mais parce qu'il trouve particulièrement épouvantable de donner le nom d'un des circuits américains les plus connus à un véhicule laid, qui manque de puissance, mal fait, lent, quétaine, trop petit, inconfortable et sans joie. Citation directe de Top Gear, il fallait que je vous la fasse. Ok, il aime ça beaucoup, franchement. Là. Et... C'est là-dessus que je vais terminer en 1 heure pile d'enregistrement ma liste de noms. Merci à Top Gear, il faut le dire, parce que malgré toute ma recherche, il y en a pas mal là-dedans que j'en avais jamais trouvé. Donc c'est pour ça que je trouve important de citer mes sources. Ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose comme ça, mais là, les gens de chez Top Gear l'ont fait à ma place de manière beaucoup mieux que j'aurais pu jamais le faire. Donc félicitations à eux, mais il fallait que je t'en parle parce que moi, j'aimerais ça un jour aller dans une dictateur ou dans une laitue. Ouais. Enfin, on va te laisser aller pour la laitue si ça te dérange pas. Moi, j'essaye d'arrêter, c'est bon pour la santé. Alors, c'est comme ça que se termine cet épisode de Gotchard. Un retour que nous, on attendait et avec lequel, franchement, je suis très, très content. On a eu beaucoup de plaisir. On espère que l'émission vous a plu. Bien sûr, on vous invite à nous suivre sur la page Facebook Gotchard Podcast. On est en train de préparer un site web, donc on va vous revenir là-dessus au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Bien sûr, on vous invite à vous abonner au podcast, à nous mettre 5 étoiles. Ça va nous aider à revenir un peu dans le trafic après une période un peu éloignée. Et bien entendu, on vous remercie de nous écouter et d'être là avec nous. Et moi, là-dessus, je vous dis bonne semaine. À la prochaine! Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.